Voilà donc, bonjour tout le monde, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Donc, chers participants, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à la série des webinaires que le CMRPI, le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, a commencé à organiser depuis juin 2020. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est la première webconférence du pôle d'expertise aux énergies renouvelables et porte sur la maintenance 4.0, les innovations digitales au service des parcs éoliens. C'est un sujet en fait qui est tendance et d'une grande importance du fait que la maintenance prédictive et le diagnostic en ligne permettent la sûreté du fonctionnement des systèmes industriels par la détection et la localisation d'un défaut avant qu'il ne conduise à une défaillance grave qui peut avoir comme conséquence l'arrêt total de la production. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le professeur Hassan Herzi, de l'Université Ibn Tufayl de Kenitra. Bonjour, professeur. Bonjour Lamia. Ainsi que professeur Xavier Chémentin, de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes de France. Donc, bonjour, professeur Xavier Chémentin. Bonjour Lamia, merci de cette invitation. Ah, d'accord. Alors, donc, avant de commencer, j'aimerais bien signaler que la durée du webinaire est d'à peu près 1h30, que la webconférence sera enregistrée et que tous les participants sont en mode écoute. Si vous voulez poser des questions, donc n'hésitez pas à le faire dans la rubrique questions-réponses. Donc voilà, nous allons commencer par le mot du professeur Hassan Herzi, qui est enseignant-chercheur à l'Université Ibn Tufayl, comme je viens de le dire. Il est directeur adjoint de l'ENSA de Kenitra. Il est vice-président du CMRPI et directeur du pôle d'expertise aux énergies renouvelables. Donc, professeur Hassan Herzi, la parole est à vous. Merci beaucoup, chers collègues et amis Lamia. On se connaît maintenant, ça fait très longtemps, je crois depuis 2013, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, on a commencé ensemble à travailler dans le cadre du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. Je remercie Xavier d'avoir accepté l'invitation pour cette conférence et je souhaite la bienvenue aux spectateurs qui sont avec nous. Alors, moi, je ne vais pas être long, je vais seulement présenter le pôle pour laisser plus de temps à Xavier pour sa conférence. Donc, je vais partager mon écran, d'accord, avec la présentation du pôle. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, le pôle d'expertise en énergie renouvelable est un des trois pôles phares du centre, en plus du pôle sécurité informatique et cybersécurité en général. Il y a le pôle aussi entrepreneuriat. Le pôle des énergies d'expertise en énergie renouvelable a été créé en 2017 sur une décision du conseil administratif du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. Alors, ce pôle avait au début comme mission de mutualiser les compétences des membres du centre, de diverses délégations spécialisées dans le domaine,
Donc, à savoir que le pôle possède aussi pas mal de délégations. Il y en a qui sont au Maroc et d'autres qui sont à l'étranger. À citer donc la délégation de Canada, la délégation de France, la délégation d'Arabie Saoudite, donc si je n'ai pas oublié d'autres. Donc, le but était donc de mutualiser ces compétences dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le but aussi est de positionner le centre en tant que référence nationale et internationale en matière de recherche et d'innovation dans un tel domaine considéré comme priorité nationale. Donc, on connaît bien les efforts du Maroc dans ce domaine, surtout en ce qui concerne donc, les énergies vertes, si on peut parler de ça avec la station Nour de Ouarzazate. Donc, on connaît bien son développement. Et aussi les sites des éoliens qui sont à Dakhla, à Titon et d'autres endroits. Donc, le pôle d'expertise en énergie renouvelable du CNRPI a pour mission de regrouper les compétences donc, du CNRPI et des experts marocains et étrangers autour donc, de la recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables. Il a pour mission aussi d'organiser des événements scientifiques nationaux et internationaux, et donc on est dedans aujourd'hui avec l'organisation de cette webconférence. On veut mettre en place des ateliers de formation de haut niveau et à caractère professionnel. Et on aimerait bien aussi chercher des collaborateurs et des partenaires dans différents établissements concernant donc ce domaine des énergies en général. Alors pour l'organigramme, donc le pôle, comme l'a déjà précisé Lamia, donc est dirigé par un directeur général, mais ils sont aidés par deux autres directeurs qui sont le directeur de la plateforme et le directeur du laboratoire. Donc, la directrice du laboratoire ici présente avec nous, Lamia Missei, et donc il possède aussi pas mal de membres à ce moment. Alors, il est organisé sous forme d'une direction générale. Il est donc doté d'une indépendance morale sous le contrôle du conseil scientifique du CNRPI, bien sûr en stratégie, en termes de stratégie et choix scientifiques. Mais en termes de gestion, il est sous le contrôle du conseil administratif. Donc, je l'avais déjà dit, le directeur général est assisté par deux directeurs qui sont le directeur de laboratoire et le directeur de la plateforme. Les principaux actions donc, sont les suivants. Donc, ils sont en nombre de 4. En ce qui concerne la recherche scientifique, donc, on travaille beaucoup dans la proposition de sujets de thèse. On effectue aussi des études scientifiques et on effectue aussi des rapports dans le domaine. Alors, Lamia Mizzi a déjà proposé donc, dans le deuxième axe des événements scientifiques. Et parmi donc, ces événements, les webinaires. Et bientôt, donc, on va lancer aussi une conférence internationale dans le domaine. Mais on organise aussi des colloques, des séminaires, des journées, des compétitions. Alors, dans le troisième axe, qui concerne la formation et la sensibilisation,
Nous allons proposer bientôt donc, des ateliers de formation dans le domaine de la maintenance. On essaiera aussi de se pencher vers la certification dans le domaine de la maintenance. La quatrième et la dernière action qu'on veut développer, c'est les collaborations et les partenariats. Donc, on veut cibler donc les universités en ce qui concerne la recherche scientifique, les ministères pour les écouter et voir quels sont leurs besoins dans le domaine, et des partenaires socio-économiques comme les RISEM, par exemple, au Maroc, et d'autres partenaires socio-économiques. Voilà donc, Lamia, je ne vais pas trop tarder. J'ai donné donc une brève représentation, ou bien présentation plutôt du pôle. Je te rends la parole et merci encore une fois. D'accord, merci beaucoup, professeur Hassan Harzi, pour votre mot et pour votre présentation. Voilà, donc je vais maintenant passer à notre conférencier, donc professeur Xavier Chemontin, de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes en France, pour animer la webconférence intitulée La maintenance 4.0, les innovations digitales au service des parcs éoliens. Donc, Xavier Chemontin est titulaire d'un doctorat en génie mécanique dans le domaine de la maintenance prédictive et du diagnostic des machines électriques. Il est titulaire aussi d'une habilitation à diriger les travaux de recherche en génie mécanique toujours. Il est responsable de plusieurs projets de recherche internationaux, expert pour les instances nationales et étrangères réputées, directeur de plusieurs thèses de doctorat et tuteur de plusieurs masters. Il a eu le prix d'excellence scientifique entre 2013 et 2016. Il a eu aussi le prix de Outstanding Reviewer Award for Applied Sciences en 2017. Il est auteur de plusieurs documents scientifiques indexés et d'un ouvrage intitulé Whole Body Vibrations, Physical and Biological Effects on the Human Body. Donc, professeur Xavier Chemontin, la parole est à vous. Eh ben, merci Lamia, merci également au professeur Masri. Alors déjà, je tiens vraiment à remercier le pôle expertise aux énergies renouvelables de me donner l'opportunité un peu de partager mon point de vue sur la maintenance 4.0 et notamment pour les parcs éoliens. Et alors ça va être j'espère un moment de partage, mais aussi un moment pour essayer de trouver des points d'accroche pour plus tard. Alors là, c'est une première approche en distanciel, mais j'espère qu'on pourra par la suite donner l'occasion à se voir en présentiel. Ça, je l'espère vivement. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, voilà. Donc, effectivement, cette présentation, Maintenance 4.0, les innovations digitales au service des parcs éoliens. Alors, sur cette thématique-là, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'ai beaucoup de slides, mais je vais en sélectionner quelques-unes, les plus pertinentes pour ce soir. Alors, donc, pour ma part, effectivement, je suis Xavier Chemontin, je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches donc, depuis 2008 maintenant. Et en fait, j'officie dans un laboratoire qui s'appelle l'ITEM. Alors, l'ITEM, c'est un laboratoire qui est situé en France, à Reims, qui se situe, on va dire, à 30 minutes en TGV de Paris, au nord-est de Paris. Et du coup, l'ITEM, c'est ce qu'on appelle l'Institut de thermique, mécanique, matériaux. Et à l'intérieur, il y a 3 équipes de recherche, donc la thermique, matériaux et procédés innovants, et le 3e, donc c'est là où je suis affecté, c'est tout ce qui est mécanique appliquée et génie civil.
Et en fait, à l'intérieur, il y a un axe de recherche qui s'appelle DISCube. C'est là où on va rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Alors, avant cela, voilà un petit peu mon sommaire de présentation. Alors, dans un premier temps, je vais justement vous montrer un petit peu les activités en local sur l'axe DSCube. Donc, c'est dynamique, surveillance des systèmes et des structures. Et ensuite, on attaquera le vif du sujet avec un contexte autour de l'éolien et autour de la maintenance 4.0. Donc là, je parlerai des concepts généraux qui nous amèneront en fait à définir deux outils de la maintenance 4.0. Le machine learning dans un premier temps, qui est largement répandu, et le jumeau numérique, qui est en train de se développer de plus en plus. Alors, il y a normalement une troisième activité dans la maintenance qui est plus les objets connectés, IoT, mais comme ce n'est pas une activité au laboratoire, j'ai pris part de ne pas en discuter ici. Et enfin, je vous donnerai un petit peu mes conclusions et notamment les perspectives de travaux autour de ces parcs éoliens et notamment pour une éolienne donnée. Alors, l'activité des DSCube, alors pour la petite histoire, donc c'est une activité qui est née en 1993, donc c'était bien avant mon arrivée au labo, alors sous le nom de laboratoire mécanique appliquée. Et au début, ça a été initié par deux professeurs, deux membres permanents. Et en fait, ils s'étaient concentrés que sur l'analyse vibratoire sur machine tournante. C'était leur début, avec de l'analyse temporelle et au mieux l'analyse spectrale. Donc, c'était avec les vieux analyseurs, c'était beaucoup de calculs, on va dire, encore à la main. Et puis, les années coulant, ça s'est fortement développé. Et aujourd'hui, on est sur un effectif de 7 membres permanents, dont je suis le responsable d'ailleurs, un ingénieur d'études, et actuellement, on est sur 6 doctorants et 2 stagiaires financés par soit entreprise, soit par la région, ou soit c'est des thèses en co-tutelle en co-tutelle. Et donc, nos activités se sont diversifiées. Donc, on est passé de l'analyse vibratoire à du codeur optique, l'émission acoustique, de la thermographie centrale inertielle, ce qui nous donne un panel vraiment d'outils d'analyse et de surveillance des systèmes. Et l'analyse spectrale, ça a laissé place un peu aux buzzwords actuels, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, avec la notion de classification et les arbres de décision. Alors, donc, au niveau des applications de ces activités, ça va être tous les systèmes de production, mais on a déjà fait du pont roulant, des broyeurs de minerais, des câbles. On a également des tests sur les robots. Et on a 3 axes identifiés. On travaille sur les moyens d'acquérir des données multiphysiques. On travaille également sur le traitement du signal. Et on travaille sur plutôt une partie mécanique qui est la modélisation numérique. Alors, c'est pour ça qu'avec ces 3 axes-là, on s'appuie dessus pour aller chercher justement notre jumeau numérique ou pour aller chercher notre machine learning qu'on va mentionner aujourd'hui. Alors, nos moyens d'essai au niveau laboratoire, en fait, on a une dalle d'essai, une plateforme qui s'appelle Survib, donc, qui est née il y a 15 ans, surveillance vibratoire, et qui a donné naissance à plusieurs modules qui nous permettent de tester de nombreux cas de fonctionnement et tester les roulements, les engrenages, tester les fatigues, tester les défauts, tester nos algorithmes. Et comme ça, on peut modéliser plusieurs cas de fonctionnement, du régime stationnaire jusqu'à des vitesses et charges variables. On a un système avec génératrice, pour une large gamme de vitesses et une large gamme de charges. Donc, comme ça, on peut vraiment se rapprocher au plus près de cas industriels ou de cas réels. Alors, revenons un petit peu du coup à notre contexte, l'éolien et la maintenance 4.0. Alors, déjà, l'éolien, et ça, vous le savez certainement mieux que moi, le parc éolien au Maroc. Donc actuellement, la puissance installée, elle est de 1200 MW pour l'éolien, ce qui est en marge de ce qui se
de la puissance installée en France ou même en Allemagne. Mais les 1215 sont bien placés par rapport à l'énergie solaire ou par rapport à l'énergie hydroélectrique. Alors, il y a un fort potentiel au Maroc. Alors, vous voyez sur la carte de droite, il y a une carte avec les différentes vitesses de vent. Donc ça, c'est des vitesses, on va dire, moyennes, mais forcément, on peut accéder à des vitesses bien plus élevées. On a quand même un potentiel de 25 gigawatts. Donc un potentiel qui est plus élevé que ce qui est installé en France actuellement, qui est de 16 gigawatts. Et d'après certaines études qui sont disponibles sur Internet, d'après le programme d'assistance à la gestion du secteur énergétique, eh ben, le Maroc dispose d'une fantastique ressource éolienne. Alors, certes, ils disent offshore, mais qui est trop attractive pour être ignorée. Donc, effectivement, a priori, il y a de réelles volontés politiques à pousser tout ce qui est énergie renouvelable, et notamment l'éolien. Et du coup, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que la part doit atteindre 52% d'énergie renouvelable pour 2030. C'est un des objectifs donnés. Ça, je pense que vous pourriez me plus le confirmer que moi-même, finalement, sur le territoire marocain. Alors, donc là, vous avez une carte de différents sites. Alors, donc, je pense qu'elles n'y sont pas toutes, mais on référence 9 sites pour les 1215 MW, avec 476 éoliennes, installations, et notamment un des derniers qui est le parc éolien de Soluna, qui est en construction et qui pourrait atteindre jusqu'à 900 MW. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est la part d'emploi qu'amène l'éolien. Donc là, ça amènerait 400 emplois. Alors, ces 400 emplois, on verra sur une cartographie ensuite quelle est la part de maintenance dans ces emplois-là. Donc ici, on aurait 180 turbines notamment d'installer. Alors justement, l'éolien amène une chaîne de valeur constituée de 4 groupes. Études et développement, fabrication de composants, ingénierie et construction. Et le 4e bloc qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est exploitation et maintenance. Et vous voyez que la part de l'emploi, elle n'est pas négligeable, elle est de 19%. 19%, et en plus, elle est en pleine évolution. Parce que si on regarde l'évolution de l'emploi entre 2017 et 2019, alors désolé, je n'ai pas plus récent en termes de chiffres, au niveau de l'exploitation et la maintenance, qui est le 4e bloc, on a une évolution de 14% de ce maillon de cette chaîne de valeur. Donc, à ne pas négliger, effectivement. Alors, un petit mot sur l'évolution des éoliennes, parce que l'évolution des éoliennes, elle est intéressante, parce que ça va devoir faire appel à de la maintenance. Puisque finalement, dans les années 80-90, on avait des petites éoliennes qui faisaient 17 mètres. Donc, mettre en place une maintenance, c'était relativement simple. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur des éoliennes de 125 mètres pour 5000 kW. Donc, 125 mètres, bon, les interventions là, deviennent de plus en plus difficiles. Et là, on ressent déjà le besoin de faire une maintenance à distance. Donc, de faire appel aux objets connectés, faire appel au cloud, déjà faire appel aux outils de l'industrie du futur, de l'industrie 4.0. Et là, on a une prévision. Donc, il existe déjà une à Rotterdam sur des éoliennes géantes qui font 250 mètres de haut avec des pales de 107 mètres. Donc là, une intervention sur la machinerie rend difficile cette tâche. En plus, donc ça, c'est une réalité terrain, mais aussi il y a un intérêt qui est scientifique. Alors là, j'ai regardé un petit peu sur Scopus et j'ai mis 2 mots-clés, donc les éoliennes et leur surveillance. Et on voit que le nombre de documents sur ces 2 mots-clés-là augmente fortement depuis 2006. Donc, il y a une volonté vraiment d'aller étudier cela. Et aujourd'hui, on est autour de 1250 références. Alors, j'ai rajouté un petit mot-clé pour s'intéresser à ce qui se passe au Maroc. Donc là, on voit effectivement qu'il y a également un intérêt
qui augmente, mais ça reste plus timide. Déjà, il y a un écart, on va dire, de 10 ans entre le monitoring sur le nombre de publications totales et les nombres de publications qui s'intéressent au secteur sur le territoire marocain. Et on voit qu'on a beaucoup moins de références. On est à 19 références en 2019 et 2020, ce qui représente, on va dire, un petit 2% des références totales. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à développer sur le territoire marocain au niveau de la surveillance. Alors, avant d'aborder vraiment la partie en détail, les évolutions qui sont faites dernièrement, j'aimerais discuter un petit peu de cette fameuse industrie du futur, cette industrie 4.0, puisque finalement, la surveillance des parquets éoliens s'inscrit vraiment dans cette industrie du futur. Donc, voilà 4.0, puisque c'est un schéma qu'on commence à bien connaître, c'est la 4e révolution industrielle. On a donc cette 4e, c'est l'introduction des nouvelles technologies avec les objets connectés, avec le cloud, le big data. Alors, big data, voilà, ça commence à disparaître parce qu'effectivement, maintenant, on fait de plus en plus appel à la smart data, puisque finalement, une bonne surveillance est souvent liée aux bons indicateurs choisis. Et puis l'aspect jumeau numérique, dont on entend beaucoup parler, qui est très prometteur, mais il y a encore une différence entre ce qui existe dans les labos de recherche et ce qui existe vraiment sur le terrain. Donc là maintenant, ce qui va s'inscrire là-dedans, donc là je le rappelle, on va dire pour l'ensemble des participants, bon, là maintenant c'est une fonction essentielle des entreprises, elle va être garante de la production et c'est un des 4 piliers dans une entreprise. Donc son but, c'est d'augmenter la disponibilité du parc magique. Alors on a une définition AFNOR qui l'a décrit très bien. Donc là maintenant, c'est vraiment l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Donc là, derrière tout ça, il va y avoir une notion de surveillance et il va y avoir aussi une notion de gestion des modes, il va y avoir une notion d'automatisme. Donc la maintenance 4.0, donc c'est voilà la maintenance la plus complexe, mais qui va offrir le plus grand potentiel de croissance. Alors, on connaît bien la maintenance curative, donc là, on n'intervient que si l'éolienne, elle vient, dont la machinerie deviendrait défectueuse. Donc là, c'est un gros problème d'intervention. Soit il y a une maintenance planifiée, soit il y a la maintenance 4.0 qui se dit prédictive pour intervenir au plus juste sur les éoliennes. Donc forcément, la prédictive, ça va demander beaucoup d'investissement au départ. Par contre, une fois mise en place, le coût de maintenance sera réduit par rapport à une maintenance curative. Alors, il y a une petite étude qui a été faite, donc ça c'était sur le territoire français, c'est qu'il y a eu une étude auprès de 220 industriels et en fait, il y en a 80% d'entre eux qui plébiscitent une maintenance 4.0. Donc, il y a vraiment un désir d'aller vers cette maintenance, avec différents enjeux qu'on connaît bien. Et il y a un célèbre cabinet, c'est le cabinet de McKinsey, qui a fait des prévisions en termes de gains avec la mise en place de cette maintenance. C'est qu'on aurait un gain de 630 milliards de dollars d'ici 2025. Et 2025, on y arrive vraiment petit à petit. Alors, à mon avis, il y a un petit écart, vu le contexte sanitaire qui a eu lieu, mais il y avait une prévision en 2025. Donc là, maintenant, ça va permettre de diminuer les coûts de production de 10 à 20%, divisé par 2 nombres de pannes, et surtout diminuer de 3 à 5% du montant investi.
Alors, donc, ce n'est pas des chiffres qui ne sont axés que sur l'éolien, c'est sur la maintenance 4.0 auprès d'industriels en termes généraux. Ce qui nous permettrait de faire une planification des interventions, ni trop tôt, ni trop tard. Alors, du coup, sur cette présentation, on fait surtout un zoom sur les éléments tournants. Alors, je ferai une coupe après sur l'éolienne, mais en termes généraux, les machines tournantes, il y en a 90% qui sont équipées de roulements et d'engrenages. Et c'est souvent ces parties-là qui causent des défaillances et qui causent une action en termes de maintenance. Et on s'intéresse soit pour les roulements, soit pour les engrenages. Alors, j'aurais pu en rajouter d'autres, les courroies par exemple. On s'intéresse toujours au triptyque détection, diagnostic, suivi et pronostic. Donc ça, on va se le garder bien en tête, ce triptyque, détection d'une défaillance, le diagnostic, d'où vient la défaillance, et le suivi, comment se propage cette défaillance et est-ce qu'elle est dangereuse pour la structure en général ou pour les opérateurs. Alors, dans le domaine éolien, alors là, vous avez une coupe et vous voyez tous les éléments tournants que peut posséder une éolienne. Nous avons déjà des roulements au niveau du moyeu, des pales. Nous avons le rotor avec un arbre lent qui va aller dans un multiplicateur, donc une boîte à engrenages avec des trains épicycloïdaux. Donc là, il y a tout un tas justement d'engrenages qui vont permettre de transférer la puissance de l'arbre lent à un arbre rapide qui va alimenter une génératrice. Et à partir de cette génératrice-là, on va avoir un système de régulation électrique. Donc le fonctionnement d'une éolienne est, on va dire, relativement simple, mais il y a une machinerie qui est relativement sensible et qui demande une surveillance quasi en temps réel. Alors là, vous voyez un petit peu plus les éléments en détail, au niveau de l'arbre lent, du moyeu, le train. Alors ça, je trouve ça beau. Effectivement, les engrenages à train épicycloïdaux, vous voyez en taille réelle. Alors vous voyez, c'est pour des éoliennes qui doivent faire 100 mètres, mais lorsqu'on va être sur des éoliennes qui vont faire le double de taille, vous imaginez un petit peu la taille de ces trains épicycloïdaux. Donc, on a tout intérêt à avoir une maintenance qui est, on va dire, temps réel, mais qui soit aussi fiable pour intervenir au plus juste sur les parties tournantes et de cibler l'intervention. Donc, voilà quelques photos au niveau d'un montage. Donc, effectivement, on est sur des structures lourdes, donc qui ne sont pas simples à installer. Et puis, s'il y a une dégradation au niveau de la machinerie, ça peut mener à destruction de l'éolienne. Et là, ça engendre des coûts non négligeables. Alors là, vous avez des photos au cœur d'une nacelle, où vous voyez la machinerie. Et vous avez un opérateur qui réalise un petit contrôle de la machinerie par analyse vibratoire. Donc souvent, c'est réalisé lors de la réception des parcs, lors des fins de garantie, contrats de maintenance. Et puis, c'est également pour cibler les turbines qui auront peut-être besoin en fait, d'une vidéo endoscopie. Donc, c'est justement une vidéo endoscopie, ça va permettre vraiment de cibler la sévérité du défaut. Alors que l'analyse vibratoire, on n'arrive pas toujours à avoir cette sévérité de défaut. Donc, les problématiques autour de cette machinerie-là, donc on veut avoir une surveillance qui est quasi temps réel. Déjà pour un bon fonctionnement, mais aussi pour optimiser le fonctionnement, pour avoir le plus d'énergie possible. C'est de mettre en place les méthodes d'intelligence artificielle.
avec le triptyque collecter, traiter, mais aussi capitaliser. On est sur des éoliennes, on a des parcs éoliens avec des centaines d'installations. L'idée, c'est que les installations communiquent entre elles et que s'il y a une dégradation sur une éolienne, on va pouvoir capitaliser pour avoir cette information sur les autres. C'est aussi l'apport du jumeau numérique. Donc, le jumeau numérique va nous permettre justement de quantifier, de comprendre le comportement de l'éolienne. On a une autre problématique, c'est que souvent les éoliennes, c'est encore plus vrai pour celles qui sont en mer, c'est qu'on est sur des environnements sévères. C'est-à-dire que voilà, avec les vents, on ne va pas avoir les mêmes efforts au niveau de la machinerie, ce qui peut générer des dégâts. Et puis, il y a tout ce qui est gestion des modes de fonctionnement. Donc là, c'est une partie un peu plus d'automatisme. C'est-à-dire, on a une défaillance, est-ce qu'on ne peut pas avoir un mode dégradé pour en tirer quand même le meilleur compromis avant une intervention et ne pas être dans l'urgence de l'intervention. Et donc, tout ça, ça fait appel à vraiment beaucoup de thématiques. Alors, mécanique, maintenance, automatisme, traitement du signal et de la GMAO. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours en recherche de partenaires. Comme on ne sait pas tout faire, nous, on est plus des mécaniciens avec une coloration de traitement du signal et on va toujours essayer de chercher des collaborations, des co-tutelles ou des co-directions pour aller chercher les autres domaines de compétences. C'est une partie qui nous intéresse vraiment. Donc, creusons un petit peu plus. Donc, je vous ai parlé du triptyque détection, diagnostic, suivi. Donc, la détection, OK, c'est déceler une singularité dans le fonctionnement. Donc, déceler une singularité en fait dans le signal. Et ça se fait par l'augmentation du niveau vibratoire le plus souvent. Donc, on utilise ce qu'on appelle des indicateurs globaux, des valeurs RMS, qui est énergie des signaux, kurtosis, pour voir les singularités dans le signal, et ainsi de suite. Mais par contre, ça ne nous donne pas la nature du défaut. C'est pour ça qu'on va aller sur une deuxième partie qui est le diagnostic. Quel est le type de défaut? Quelle est sa sévérité? Où est le défaut? Je ne l'ai pas mis ici, mais où se trouve le défaut? Et ça va demander des traitements plus pointus de traitement du signal avec des analyses spectrales, temps-échelle, temps-fréquence. Et puis, il y en a effectivement beaucoup dans la littérature. Et après, il y a un troisième bloc qui est le suivi. Donc, le suivi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en place. C'est en fait la notion de temps de vie résiduel. OK, on a une défaillance. OK, on sait que c'est ce roulement-là. Mais combien de temps il peut tenir? Est-ce qu'il peut tenir jusqu'à la prochaine intervention des opérateurs ou faut-il faire ça dans l'urgence? Et donc ça va être de définir des lois d'endommagement c'est souvent fait, à partir d'un indicateur. Donc les indicateurs globaux de la détection. Alors, la problématique, c'est que ce n'est pas toujours lié à la taille du défaut, ce n'est pas toujours lié à la sévérité, et c'est assez délicat de mettre ça en place. Alors, je dis ça parce que ça va donner en fait des idées sur le rôle du jumeau numérique qu'on va mettre en place par la suite. Donc, tout ça, ce triptyque nécessite des indicateurs qui vont être des images de l'état de santé du défaut, de la sévérité et qui vont être garants de la qualité du pronostic. C'est pour ça qu'on va passer du mode Big Data à un mode qui va être plutôt Smart Data. Donc, on va essayer à la source déjà d'avoir les meilleurs indicateurs, les indicateurs les plus pertinents, avec une notion un peu experte en fait du domaine. Et donc, la difficulté, c'est que malheureusement, ces indicateurs-là, ils vont être influencés par les modes opérationnels, les modes de fonctionnement de notre éolienne.
Si on a un vent qui souffle à 4 mètres par seconde ou un vent qui souffle à 6 mètres par seconde, ça va influencer les indicateurs. Et ces indicateurs-là, ils doivent être choisis de façon qu'ils soient non sensibles à cette variation de vitesse de vent, par exemple. Et donc, actuellement, au niveau de la littérature, il va y avoir un manque de méthode générale autonome, et je dis bien autonome, capable de détecter les dérives, diagnostiquer et de donner un pronostic. Donc, en fait, de répondre aux 3 briques que j'ai citées avant. Détecter, diagnostiquer et pronostic. Et ce qui nous permettrait d'avoir, pour l'opérateur, une aide à la décision. Ou aux opérateurs ou ceux qui gèrent le parc. Donc, les moyens de tout ça, on va faire appel justement aux outils de la digitalisation avec la Smart Data, je vais changer un peu de nom, l'intelligence artificielle ou le jumeau numérique. Alors, l'intelligence artificielle, je devrais changer ce mot-là parce qu'en fait, intelligence artificielle, c'est quelque chose de beaucoup plus général parce que le jumeau numérique fait partie de l'intelligence artificielle. Au lieu d'intelligence artificielle, je devrais mettre plutôt machine learning. Donc, un apprentissage machine. Alors, maintenant qu'on a mis en place ce contexte de l'éolien et de la maintenance, je note le temps pour pas… Je suis déjà pas mal. Hein. Sur le machine learning. Alors, le premier point du machine learning. Alors, en règle générale, j'aime bien ce schéma-là, parce que ça l'explicite plutôt bien. C'est qu'on a un système expérimental, donc notre éolienne, et en fait, le machine learning consiste à faire un apprentissage de tous les modes de dégradation. Donc, c'est pour ça qu'on va alimenter une base d'entraînement et on va faire ce qu'on appelle un apprentissage, ce qui va nous donner un classifieur, un classeur, en fait, de toutes les dérives potentielles, de tous les états possibles. Et une fois que j'ai ce classifieur, ce qu'on appelle une phase d'apprentissage, je vais pouvoir réaliser la tâche. C'est-à-dire qu'en mode fonctionnel de notre éolienne, j'ai mon système expérimental, je vais collecter les nouvelles données et je vais les passer dans le classifieur, ce qui va me permettre d'avoir un diagnostic et de réaliser une prise de décision. Là, on est sur ce qu'on appelle de l'apprentissage finalement supervisé. C'est-à-dire qu'on a pu représenter toutes les avaries. Donc, le problème, effectivement, c'est que ça nécessite justement de représenter toutes les avaries. Et ça, lorsqu'on a une éolienne, quand on installe une éolienne, on ne peut pas s'amuser à faire toutes les avaries possibles sur l'éolienne pour créer notre classifieur. C'est impossible. Donc ça, il y a 2 solutions sur lesquelles on travaille au niveau du labo. Soit on fait de la classification qu'on va nommer plutôt de dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir un état de référence, un état où notre éolienne est saine, et on va voir un petit peu comment ça va évoluer, soit par l'appui d'un jumeau numérique, et ce jumeau numérique-là va nous créer le classifieur. Donc, c'est lui qui va nous le créer, on va faire un apprentissage grâce à lui. Alors, c'est pas simple, hein, je vous donnerai quelques résultats par la suite. Donc, venons le premier point de classification avec un état de référence. Alors, l'idée, en fait, c'est de s'inspirer de la météo. Puisque finalement, quand on regarde un peu le ciel, on regarde les nuages. Alors nous, c'est vrai, on a capitalisé depuis notre enfance. Hein, on regarde un peu toujours le ciel. Et on sait, en regardant un petit peu les nuages, suivant leur vitesse, suivant leur direction, suivant leur densité, s'ils sont sombres, s'ils sont blancs, on sait donner en fait un diagnostic sur le temps qu'il va y avoir dans les heures qui viennent, et même quelquefois on arrive à le dire dans les prochains jours. Voilà, hein, par exemple, je regarde par la fenêtre, sur Reims, il pleut.
Et je peux vous annoncer que dans 1 heure, il va encore pleuvoir encore plus parce que je vois des gros nuages noirs. Donc, en fait, c'est de s'inspirer de ça, en fait. Donc, notre état de référence, ça va être un premier nuage. Et puis, on va surveiller cet état de référence. Et puis, tout d'un coup, s'il y a une dérive de la machine, eh ben, voilà, ce nuage-là va peut-être, sa densité va peut-être s'affaiblir. On va avoir peut-être des vitesses de déplacement du nuage qui vont être rapides. Et ça va nous donner une information sur notre système de production. Donc, c'est-à-dire qu'on va prédire les phénomènes par observation des signatures thermiques, électriques, vibratoires au lieu des nuages. Et on va utiliser des connaissances. Effectivement, les différentes directions. Alors là, j'ai mis jumeaux numériques, mais ce ne sera pas que forcément jumeaux numériques. Donc, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle du coup la reconnaissance de forme. Donc, on a un processus qui interagit avec l'environnement, on a des entrées et des sorties. On va faire l'acquisition de signaux. Alors, on est obligé de passer par une étape de pré-traitement. Les signaux ne sont jamais propres. On est obligé de faire des pré-traitements. Je ne rentrerai pas dans les détails. Alors, on va avoir une notion de big data. On va avoir plein de données, mais on va essayer d'extraire les meilleures données pour faire une représentation, une classification dans un espace soit 2D, soit 3D, pour être visuel. Donc, on va préférer dans du 3D. Et on va avoir justement, ici, vous avez justement 3 clusters, 3 nuages. Donc, on va être sur de l'extraction, réduction de dimension, classification. Ça, c'est du classique. Donc, l'étape 1, l'extraction des indicateurs. Écoutez, dans la littérature, il existe plein de méthodes. Donc là, on est dans la génération big data. Donc là, on ne va pas s'imposer un nombre limité. On va aller chercher des indicateurs issus de l'analyse temporelle, spectrale, temps fréquence, temps échelle. Alors, toujours en mettant quand même une notion d'expertise derrière, on va quand même aller chercher des indicateurs qui sont sensibles à tel ou tel défaut. Après, on va faire une réduction de dimension, puisque finalement, on va se retrouver avec une vingtaine, trentaine d'indicateurs, mais ils ne seront pas tous pertinents. On est obligé de tous les surveiller, mais lorsqu'il y aura une dérive, ils ne seront pas tous pertinents. Et donc là, on va passer par une phase soit de sélection de ces indicateurs-là. Donc une sélection, c'est-à-dire on choisit 3 indicateurs, point. Par contre, on peut avoir une phase d'extraction, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des combinaisons linéaires ou non linéaires, en fait, des différents indicateurs. Alors, le problème de l'extraction, c'est qu'on perd un petit peu notre expertise lorsqu'on n'a qu'un seul indicateur. Donc, actuellement, on préfère une sélection qu'une extraction. Voilà, donc ça, je l'ai dit. Et l'étape 3, qui est la classification. Donc, sur machine tournante, on est plus sur du supervisé, traditionnellement. Si on pouvait faire effectivement nos différentes avaries, donc c'est un apprentissage par l'exemple. Mais il y a aussi du non supervisé, c'est-à-dire qu'on va apprendre, on va capitaliser à partir des données. Et à partir de ces données-là, on va pouvoir créer différentes classes. Donc là, au niveau du timing, donc on a pour les méthodes supervisées et les méthodes non supervisées des avantages, des inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans les détails et puis dans les noms des méthodologies. Donc supervisées, je pourrais diffuser les slides s'il y en a besoin. On est aussi avantages et inconvénients au niveau du non supervisé. Voilà. Alors les limitations. Donc, les limitations de notre processus, qui n'est pour l'instant pas dynamique, c'est qu'effectivement, c'est des méthodes qui sont hors ligne. On a des mesures et on fait un traitement a posteriori. On ne fait pas un traitement itératif.
Et du coup, bah, ça souffre de la disponibilité des exemples, hein, puisque dans la vie d'éolienne, il ne va pas y avoir 10 roulements qui vont être amenés à rupture et qu'on a une nature statique. Donc, finalement, on ne remplit que 2 briques parmi les 3, qui sont la détection et le diagnostic. Mais on n'a pas suivi, puisqu'on n'est pas en dynamique. Alors, du coup, le dynamique, c'est-à-dire que cette fois-ci, bah, nos classes, comme le nuage, comme notre météo, effectivement, on va avoir une évolution du système à surveiller. Et ça, bah, notre classificateur, il va être mis à rude épreuve, hein, c'est-à-dire qu'il devra être mis à jour constamment, puisqu'on va avoir un état de référence. Mais si je refais une collecte de données, si ça tombe, je suis toujours dans l'état de référence, mais ça va alimenter mon classifieur. En fait, je vais quand même capitaliser des données. Et plus je capitalise, mieux c'est finalement. Par rapport à la classification statique. Alors, donc l'objectif de la classification en temps réel, ça va être de jouer un petit peu sur l'ensemble des méthodes qui existent dans la littérature pour faire du traitement du signal. Donc, ça va nous permettre de détecter de façon précoce les défauts. Mais plus important encore, c'est d'éviter les fausses alarmes. C'est donc de fiabiliser la détection et de fiabiliser le diagnostic. Ça, il y a beaucoup de méthodes qui savent détecter précocement, et en fait, le taux de fausse alarme est très élevé. Et l'objectif, c'est de pouvoir traduire l'ensemble de ces dérives-là avec l'élément qui est défectueux. Par contre, il faut faire attention, c'est qu'en fait, les facteurs à considérer, c'est la gestion des flux. C'est-à-dire, quel est le nombre de rondes de mesure que je dois faire pour éviter des sauts de nuages. Ce que mon nuage va faire, il va être un état de référence et d'un coup, il va se retrouver ici. Hop, je suis hors caméra. Ou alors, est-ce qu'il va évoluer progressivement? Donc ça, c'est des choses à bien faire attention lors de nos rondes de mesure. Alors là, voilà, c'est juste un exemple de type de classification qui est basé sur la densité. En fait, la méthode DBScan, donc c'est une méthode qui est définie en fait par 2 paramètres. Hein, je vous montre. Vous avez des indicateurs. Vous commencez par un premier point. Il y a un seuil, donc un rayon autour de ce point-là. Et on définit un min points, le nombre minimal de points qui doit être dans ce rayon pour que ça forme une classe. Donc après, on passe au point d'à côté, qu'on appelle corps, et on passe au point d'à côté, et ça nous forme toute une classe. Par contre, vous voyez celui-ci qui est tout seul. Vous avez le rayon epsilon. À l'intérieur, il n'y a qu'un seul point. Donc, ça ne peut pas être une classe. Et donc, ça, c'est du bruit de mesure. Alors, dans cette méthode-là, ce qui est intéressant, dans une ronde de mesure, on peut avoir une problématique de prise de mesure. Hein. Voilà, on peut avoir un bruit de mesure, une fausse manip ou une mauvaise position du capteur. Et ça, il sait le détecter. Et puis après, il va détecter une deuxième classe qui est en dessous. Donc là, son avantage, c'est effectivement qu'on est sur un nombre de classes qui n'est pas nécessaire, a priori, et qu'on peut détecter des classes avec forme irrégulière. Alors, c'est très intéressant, hein, parce qu'on avait vu, par exemple, on a vu que pour un défaut d'excentricité au niveau d'un engrenage, on avait en fait un deuxième nuage qui se formait, mais qui avait une forme un peu concentrique par rapport à l'état de référence. D'ailleurs, je devrais la mettre, cette image-là, elle est plutôt belle à voir. Et donc, c'est assez robuste contre le bruit. Donc, sur son processus de classification, on va aller sur, en fait, 3 grandes étapes. On va initialiser, donc on va se créer l'état de référence. Hein. Ensuite, on va faire l'acquisition de nouveaux signaux.
Donc, soit les nouveaux signaux sont dans la classe scène, et ainsi on va capitaliser en fait cette classe de référence, soit on va avoir un deuxième nuage qui va se créer. Et ce deuxième nuage qui va se créer, s'il est fiabilisé avec un bon taux de détection, eh ben, ça veut dire qu'on aura détecté effectivement notre défaut. Et après, on va réaliser, comme il est mentionné ici, un suivi. Alors, un suivi, donc c'est-à-dire qu'on va regarder cette nouvelle classe-là et on va voir un petit peu comment il évolue. Donc, est-ce qu'il évolue au niveau de sa direction, sa densité, ou ce qui est pas mal, ou sa similarité avec le taux de référence. Ça, c'est des choses qu'on doit voir. Alors, par exemple, je prends un exemple de dégradation à suivre. Je prends un roulement. Donc, ça, c'est une butée à billes, donc complètement démontable. Et on a... alors, on n'initie pas du tout, en fait, de défaut. Et on va regarder un petit peu l'influence d'une fatigue de roulement sur la méthodologie qu'on vient de proposer, démontrer. Et on va voir un petit peu l'effet de la vitesse et de la charge à l'intérieur. Rappelez-vous, au niveau de mes éoliennes, j'ai des fonds différents, donc j'ai des dérives de vitesse, et je veux une méthodologie qui soit insensible à cette variation de vitesse et même à la variation de charge. Donc ça, on l'a validé sur banc. Alors voilà un des premiers modules que je vous montre ici. Donc le roulement, il est positionné ici, roulement à butée. On vient exercer une charge. Alors je ne sais plus la charge, je ne vais pas dire une bêtise. Et on fait tourner ce banc-là 24 heures sur 24 jusqu'à une semaine. Donc l'essai que je vous ai présenté ici, c'est un essai qui a duré 120 heures. Et vous voyez ici un défaut qui va se créer. Et puis là, c'est lorsqu'on a arrêté au bout de 120 heures avec un défaut de décaillage qui est vraiment très, très répandu. Donc, c'est-à-dire que là, on a vraiment toute l'évolution de la fatigue naturelle de roulement, de l'état sain, qu'on va pouvoir créer notre état de référence, à la détection et au suivi. Alors, voilà, j'ai mis 118,5 en fait de fonctionnement avec des caractéristiques. Donc, jusqu'au 107e heure, on a fait des enregistrements toutes les 3 heures, ça suffisait largement. Ensuite, toutes les heures, et puis dégradation faisant, on a diminué de 30 à 5 minutes avec des défauts qu'on a pu mesurer. Donc, ce qui donnait une base de données de 274 signaux. Et voilà en fait les 3 étapes. Donc là, vous avez l'état de référence. Donc, vous êtes bien sur un espace à 3 composantes principales. Ensuite, on commence à voir l'apparition d'une deuxième classe qui est le défaut. Donc là, on détecte. Et ensuite, si on regarde un petit peu à son évolution de la deuxième classe, on a bien une deuxième classe qui est fortement évoluée. Donc là, on voit bien par l'exemple on voit bien l'évolution du défaut. Alors, sachant que là, je ne l'ai pas noté, mais la méthodologie nous a donné 0 fausses alarmes. Au début, on avait 17 indicateurs. Alors que si on prend un seul indicateur, alors plus commun, c'est la valeur RMS, on avait 4 fausses alarmes. Donc, on fiabilise. Alors, et après, on fait un suivi. Alors, je vous rappelle, le suivi, c'est que notre classe scène, on a regardé un petit peu 3 indicateurs, on va dire densité, contour, distance. Donc la densité du nuage, le périmètre, le contour, et la distance par rapport à l'état de référence. Et on voit que plus la dégradation avance, on a une évolution qui est plus ou moins monotone, suivant le paramètre qu'on choisit. Et nous, ce qu'on souhaite ici, c'est avoir la monotonie la plus forte, donc le coefficient de détermination le plus élevé, afin de donner une durée de vie résiduelle, de pouvoir mettre des modèles mathématiques derrière. Donc là, on n'est pas trop mal.
un contour qui est on a un coefficient de 0,93, mais il y a deux autres indicateurs, hein, c'est juste pour vous montrer les résultats, qui sont plus liés à des valeurs de vraisemblance qui vont jusqu'à 0,97 en termes de coefficient de détermination. Donc ça, c'est des indicateurs, voilà, on pourra revenir en détail par la suite, mais qui sont vraiment à prendre en compte pour faire du pronostic. Alors pour la petite histoire, on a regardé un peu les effets vitesse et effets charge aussi, et que effet vitesse, effet charge. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette méthodologie-là, eh ben, on n'a toujours qu'un état de référence. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas ce phénomène de nuage qui se déplace avec l'effet vitesse ou l'effet charge, avec le panel d'indicateurs qu'on a choisi, où on a fait de la smart data. Donc ça, je l'ai dit, donc bilan là-dessus, non sensible aux variations de paramètres de fonctionnement. On a un gain en temps de détection, 112 heures contre 113 avec un seul indicateur, et en plus, on a une diminution des fausses alarmes. Donc, c'est le bilan qu'on peut en faire sur cette partie. Alors, quatrième partie, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, au niveau du jumeau numérique. Alors, jumeau numérique, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment demandé actuellement. Donc, jumeau numérique au Digital Twin. Oui, alors ça apporte 24% de croissance annuelle. Donc, il y a vraiment un intérêt, mais il faut faire attention à cette définition de jumeau numérique, parce que souvent, il est employé un petit peu de façon buzzword, en fait, afin d'aller chercher du financement. Donc, il y a en fait trois concepts de jumeaux numériques que vous voyez sur la partie de gauche. Et dans le jumeau numérique, souvent, on a soit du miroir numérique, donc c'est-à-dire qu'on a un objet physique, on a notre modèle numérique, mais finalement, entre les deux, il n'y a pas vraiment d'interactions qui sont automatiques. On est obligé de faire une étude comportementale sur le numérique. Voilà, hein, c'est notre conception, nos éléments finis actuels. Et on veut en tirer de l'information pour aller paramétrer notre objet physique. Donc, le miroir numérique, finalement, c'est les modèles comme on les utilise depuis maintenant des années et des années. Il y a l'ombre numérique. L'ombre numérique, c'est-à-dire que l'objet physique va nous donner de l'information pour alimenter notre modèle numérique avec des flux automatiques. Donc, on va alimenter notre modèle. Par contre, les infos qu'on a de notre modèle numérique, il va falloir les rentrer manuellement dans l'objet physique. Et le jumeau numérique, vraiment dit, eh ben, c'est là où on ne fait plus rien, en fait. Il y a une vraie discussion entre l'objet physique et le modèle numérique. Et ça, ce n'est pas simple à faire. Puisque jumeau numérique, ce n'est pas simple à faire. Et qu'est-ce qu'on veut mettre dans le modèle numérique? On ne peut pas tout y mettre. Parce que là, on est vraiment sur la modélisation multi-échelle. Est-ce qu'on veut une production en puissance? Est-ce qu'on veut modéliser, comme nous actuellement, du comportement vibratoire ou du comportement thermique ou électromécanique pour faire un petit clin d'œil à Lamia? Donc là, il y a vraiment une discussion entre les deux. Alors, vous voyez, hein, au niveau des dates sur le schéma d'à côté, on a vraiment une évolution pour avoir une réalité mixte qui est l'holographie, la réalité augmentée. Voilà, on est au balbutiement de cette réalité mixte. On est plus souvent sur de l'intelligent et connecté. Alors, des jumeaux, il en existe. Voilà. Je vous ai mis deux screenshots qu'on trouve sur Internet. Hein. Alors, souvent, c'est des belles représentations très réelles, très accrocheurs. Donc là, c'est surtout, en fait, plutôt un modèle, plus qu'un jumeau.
Et c'est pour montrer un petit peu si on change le dimensionnement des engrenages, des roulements, etc., voir quelle est la sortie en puissance de l'éolienne. Donc là, c'était plus axé pour aller chercher un petit peu la production éolienne. Et cette image-là, par exemple, alors c'est un jumeau numérique. Alors là, on ne voit pas très bien, mais là, c'est vraiment une réalité qui est augmentée. En fait, c'est une personne avec un gant, et puis elle vient retirer des composants ou les remettre. Et donc ça va influencer la production d'énergie. Donc là, c'est vraiment plutôt à raison pédagogique, plus qu'à des raisons effectives de production d'énergie. Alors, si je reviens à mon petit schéma de jumeaux numériques, de machine learning, pardon, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux possibilités. Soit on faisait une classification qui était dynamique, soit on utilise le jumeau numérique. Alors, en fait, c'est que… Alors ça, ouais, bref, je reviens ici. Donc ici, on va remplacer notre système expérimental pour faire notre classifieur par le jumeau numérique, Digital Twin. Et ce Digital Twin va, par interopérabilité, discuter avec le système réel afin de pouvoir faire une mise à jour du classifieur. Alors, développer un jumeau numérique, donc ça va être déjà de comprendre le comportement. Alors ici, je ne l'ai pas dit, mais on va être plus sur nos activités, sur des comportements dynamiques, donc surveillance des éléments tournants, afin de fiabiliser le diagnostic, de suivre la défaillance et surtout de prédire le comportement. Puisque si on a un jumeau numérique qui est réel, via des fils de Kalman ou Kalman étendus, on va pouvoir faire de la prédiction du comportement. Alors ça, on a commencé à travailler, effectivement, on a déjà bien travaillé sur un banc d'essai, un autre module. Donc là, c'est un système un simple train d'engrenage avec une génératrice et un arbre lent. Et finalement, on a créé un jumeau numérique, mais cette fois-ci un jumeau numérique sur le comportement vibratoire. Donc, qui, par son schéma, est relativement simple, mais ça fait appel au masse ressort des systèmes mécaniques. Donc là, on a une visualisation un peu plus large qui prend en compte les roulements, les paliers à roulement, les différents moteurs avec le chargement, donc la génératrice d'un côté et puis le moteur de l'autre. Et après, on va faire un assemblage. Donc ça, je vais le passer. Hop. Et en fait, à travers ce jumeau numérique, on a pu comme ça intégrer les différents éléments. C'est-à-dire qu'on va instruire notre classifieur. Donc, on va l'instruire par l'intégration de défauts d'engrenage. On va l'instruire par l'intégration de défauts au roulement avec des modèles qui sont plus ou moins connus dans la littérature. Et on va pouvoir intégrer du fonctionnement qui va être variable, soit en charge, soit en vitesse. Donc, on va essayer vraiment de représenter tous les panels de ce qu'on peut retrouver en fait, dans la réalité. Donc, voilà quelques exemples de résultats au niveau signaux. Donc, je vais les passer. Et on va comparer en fait les deux méthodes. C'est-à-dire la méthode classique à gauche, où notre classifieur, on l'a fait grâce aux données et on le teste grâce à des données réelles. Et on va le comparer à notre jumeau qu'on a réalisé et tester avec des données expérimentales. Alors, pour un machine learning classique, on a une précision, une average accuracy de 90%. Et là, actuellement, avec notre jumeau, effectivement, on diminue en précision. Alors, c'était prévisible, on est à 77%. C'était prévisible puisqu'on émet beaucoup d'hypothèses en place. Mais ça a vraiment le mérite de poser les bases pour aller améliorer ce jumeau. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est que le jumeau numérique, au niveau comportement vibratoire, on est au balbutiement en fait. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu d'où vient ces hystérésis, d'où vient cette perte de précision. Alors, c'est certainement dû aux effets linéaires de la structure, donc il faut aller chercher des non-linéarités.
faut aller chercher de la flexibilité également au niveau des paliers. Et ça, dans les éoliennes, la littérature voilà, regorge d'études qui montrent l'influence de la flexibilité des paliers dans les signatures vibratoires. Et c'est aussi une notion que je n'ai pas du tout parlé dans cette présentation jusque-là, c'est le recalage numérique. Donc, recalage soit par analyse modale expérimentale, soit par analyse modale opérationnelle. Alors, des solutions, c'est d'apporter une approche experte, qui est plus de l'ordre de l'automatisme, d'identifier les zones d'hystérésis, pourquoi on a cette perte-là, à quelle vitesse, est-ce qu'on ne peut pas les résoudre, et définir des nouveaux seuils d'acceptabilité de ce modèle-là. Et puis de mettre à jour le classifieur. Donc au niveau du laboratoire, donc on a essayé d'axer notre présentation sur les éoliennes, mais on a des autres applications, donc comme les broyeurs à minerais. Donc ça, c'est une thèse qui est faite, on va dire, avec la RDC. Donc avec des problématiques qui est, lorsqu'on fait des collectes de données, on a une production de fortes vibrations liées au broyage de minerais. Et donc ça, il faut comprendre en fait le comportement global de la structure afin de ressortir les meilleures informations et surtout au niveau du réducteur qui est ici. Autre application actuelle, c'est aussi tout ce qui est robot. Donc là, on veut savoir tout simplement quelle est la perte de précision qu'on a lorsqu'on a une défaillance mécanique sur le robot au niveau des articulations. Et donc ça nécessite de faire justement des modélisations multiphysiques, cinématiques, vibratoires, en intégrant les différents défauts. Alors, voilà, pour conclure sur cette présentation-là. Donc la maintenance 4.0 au service des parcs éoliens, il y a effectivement encore beaucoup de travaux à réaliser. Et là, je n'ai parlé que de deux facettes, en fait, qui sont le jumeau numérique et puis le machine learning. Mais il y a également tout ce qui est aspect cybersécurité et puis instrumentation. Et ça, un seul labo, pour moi, c'est impossible qu'il puisse attaquer toutes les facettes en fait, de la maintenance 4.0. Mais justement, on doit travailler un petit peu ensemble pour essayer de répondre de plus en plus à l'ensemble de ces problématiques. Alors, tout ça pour fiabiliser le diagnostic en temps réel et puis d'amener une aide au diagnostic via, par exemple, le développement de nouveaux logiciels. Et donc, le point majeur de perspective, c'est de s'attaquer à ce troisième bloc jumeau numérique, c'est qu'on ait vraiment une communication objet physique, modèle numérique. Et notamment sur cette partie, justement, multiplicateur, cette boîte à engrenages, qui est très intéressante à étudier. Autre facette également que je n'ai pas parlé ici, c'est de coupler aussi les domaines physiques de mesure. Donc là, j'ai parlé beaucoup d'analyse vibratoire, mais on pourrait mettre de l'électrique, du thermique, du codeur optique, de la vitesse instantanée, etc. Et donc le projet, ce serait vraiment de monter en collaboration une plateforme qui serait une plateforme technologique, alors pas à taille réelle, parce que ce n'est pas possible, mais avec une taille raisonnable autour de la smart monitoring. Donc, maintenant, on est plus sur de la smart pour justement de faire un lien déjà entre recherche et formation. Et je pense que ça collait plutôt bien avec les 4 actions du pôle expertise, c'est-à-dire que l'action 3 est la formation. Et bien justement, ici, on a de la formation par la recherche. Donc, cette formation pour soutenir la recherche et participer à l'essor d'éolien. Encore beaucoup de travaux à faire là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, désolé, un peu une heure, un peu long, mais non, c'est moi qui vous remercie, Xavier Chimontin, donc pour la présentation à travers laquelle vous avez mis le point sur les dernières avancées de recherche en maintenance 4.0.
Donc, le domaine des énergies renouvelables, notamment les éoliennes. Donc, nous allons passer maintenant voilà, aux questions. Donc, voilà, il n'y a pas de questions. Donc, il n'y a pas de questions. Bon, c'est normal, votre présentation était vraiment très, très claire. Donc, voilà. Voilà, au nom des membres du CMRPI, je réitère mes remerciements au professeur Xavier. Lamia, Ah, je pense qu'elle est, déconnectée. oui, D'accord. déconnectée. Mais autrement, moi, Ok. j'avais des questions. C'est pas grave, donc je vais prendre le relais. En fait, je vous remercie infiniment donc, pour votre présentation riche, claire. Moi, en fait, bon, j'ai peut-être deux questions par rapport donc à la maintenance. Donc, j'ai vu que vous utilisez des prototypes pour étudier donc les conditions réelles, mais bon, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez être très proche du cas réel avec votre prototype. Parce qu'on sait bien que euh, bon, le vent, c'est vraiment très variable. Et donc, votre prototype là, dans votre laboratoire, comment vous faites pour essayer de s'approcher le plus possible aux effets réels du vent et du climat en général? Ouais. Alors, en fait, on ne le fait pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on essaye de mettre en place surtout l'interopérabilité. Donc, vraiment construire la notion de jumeau numérique avec sur des modules qu'on a en laboratoire. En fait, on essaie de mettre en place cette méthodologie sur le banc. Et une fois qu'elle sera bien mise en place au niveau du banc, on pourra retranscrire cette méthodologie sur une vraie éolienne. On le fait en 2 étapes, en fait. Là, c'est vrai que nous, par des raisons en fait de commodité, c'est que les bancs d'essai, voilà, ils sont juste en dessous de mon laboratoire, et donc on vend nos projets comme ça en fait. Très bien. Donc, ma deuxième question, est-ce que la méthode donc, du jumeau numérique, est-ce que ça s'approche plus donc, de ma première question, c'est-à-dire est-ce que vous vous approchez plus des conditions réelles climatiques ou pas? On s'approche, on s'appuie pas en fait sur comment voilà, on simule plutôt des arbres lents. On travaille sur des vitesses à faible rotation. On travaille aussi à des vitesses plus élevées. Mais ce qui va ressembler le plus, c'est effectivement autour de 5-10 tours par minute où on fait des analyses. Et ça, avec des objets connectés, mais qui vont nous permettre effectivement de mettre en place notre stratégie de discussion entre le modèle numérique. Mais pour l'instant, on ne s'est pas dit, si vous voulez, voilà, j'ai un vent on n'a pas corrélé la vitesse du vent avec la mise en rotation. D'accord. Ben, merci beaucoup. Lamia, j'ai pris le relais lorsque tu as été coupé. Hein. Oui, je vous remercie infiniment. Donc, y a-t-il d'autres questions à poser pour les participants? Donc, il n'y en a pas. Voilà, donc je crois que nous allons nous contenter de ceci. Voilà. Sur le territoire marocain en tant que tel,
Est-ce Oui. que vous avez entendu justement ces problématiques de surveillance des éoliennes ou ce n'est pas encore entré dans les laboratoires? Est-ce que vous savez s'il y a des liens en fait entre justement les pôles de recherche et vraiment ce qui se fait sur le terrain? Je peux, Oui, oui, vous commenter, Lamia? oui, allez-y. Alors, je crois qu'au Maroc, en fait, les laboratoires qui travaillent sur ce genre de problématiques travaillent surtout sur les pièces automobiles. Et donc, ils ne se sont pas encore attaqués à de grands engins comme les éoliens. D'accord. Après ce que je sais, mais Lamia, je ne sais pas s'il peut confirmer ça ou pas. Personnellement, j'ai déjà encadré, ce n'est pas encadré, mais co-encadré une thèse qui est déjà soutenue. Donc, le domaine du diagnostic et de détection des défauts dans les éoliennes. J'encadre une autre thèse, donc du doctorat toujours, dans le domaine du diagnostic des éoliennes. D'accord. Il y en a, donc il y a des laboratoires qui sont intéressés par le diagnostic en ligne des éoliennes, que ce soit les éoliennes onshore ou bien offshore. Il y a même des projets de recherche qui ont été déjà proposés donc, dans ce sens. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. D'accord. C'est bon, y a-t-il d'autres questions? Ça marche? Écoutez, je vous remercie en tout cas. Encore. Bien. Votre Merci dernier beaucoup, mot? à vous. Voilà. Donc, à mon tour, je réitère mes remerciements au nom des membres du CMRPI, au professeur Xavier Chimontin. Donc, je tiens à remercier également tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de ce webinaire. Quant à vous, chers participants, je vous remercie pour votre présence et je vous donne un rendez-vous avec un prochain webinaire du pôle toujours expertise des énergies renouvelables qui se tiendra le 25 juin 2021. Cette fois-ci, ça sera à propos de la commande des éoliennes. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.